Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode qui donne la parole aujourd'hui à des cinéastes. Si vous êtes amateur de romans d'espionnage, si vous connaissez la série Le Bureau des légendes ou si vous vous demandez ce que la télévision peut bien vous apprendre du monde, cette émission est pour vous. Éric Rochant est avec nous aujourd'hui, c'est le réalisateur du Bureau des légendes. À la veille de la 4e saison qui sera diffusée cet automne sur Canal+, il sera rejoint en deuxième partie d'émission par la journaliste, essayiste et désormais réalisatrice Caroline Fourest, qui nous montrera en exclusivité les premières images de son film de fiction Red Snake sur des combattants kurdes qui tentent de renverser le régime djihadiste. Bonjour et bienvenue Éric Rochant. Bonjour. Et merci. Merci d'être là et merci pour le Bureau des légendes. Grâce à vous, les amateurs de séries français peuvent regarder les séries sans se tourner de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, c'est gentil de dire ça. Écoutez, c'était aussi mon désir, hein, c'est de faire une série un peu comme les Américains le font, puisque moi je suis très sériephile, donc j'aime beaucoup les séries aussi américaines, surtout américaines en fait. Et je me suis toujours posé la question de savoir comment ils faisaient. Donc j'ai été un peu voir comment ils faisaient pour importer un peu leur méthode ici en France. Et finalement j'ai décidé de faire une série sur... Donc le Bureau des légendes, c'est une série sur le renseignement français, c'est sur le service de renseignement extérieur, la DGSE, parce que les séries sont très bien faites pour décrire un milieu professionnel. Parce que, en fait, les séries, si vous voulez, c'est de la fiction pendant très longtemps, de manière régulière, on a plusieurs épisodes, plusieurs saisons. On a le temps de développer des histoires et on a le temps de développer des personnages. Donc, on a le temps de s'immerger dans un milieu professionnel. Il y a des séries sur des agences de publicité, il y a des séries sur les hôpitaux, il y a des séries sur le West Wing, qui est une de mes séries préférées sur le service d'analystes autour du président américain. Donc on s'immerge dans un milieu, et ça, il n'y a rien de mieux qu'une série pour le faire. Et c'est pour ça que, m'intéressant à la série et m'intéressant aussi à l'espionnage, eh bien, j'ai décidé de faire, il y a 4 ans, une série sur le renseignement. En fait, ce n'est pas une série d'espionnage, c'est plus une série sur les services de renseignement. Quelle différence entre les deux? La différence, c'est que c'est moins une série de genre, c'est moins un genre de fiction que, en fait, la description d'un milieu, et en particulier d'un milieu professionnel. Et en fait, ça n'est pas, autant qu'on peut le penser, ce n'est pas du genre. C'est-à-dire ça décrit la vie, ça décrit notre vie, car en fait, les agents du renseignement sont exactement comme nous. C'est nous, avec une formation un peu spécifique, mais les séries réalistes comme je les aime, et donc la série réaliste comme j'essaie de la faire, c'est une série qui est défantasmée, qui n'est pas idéologisée, et donc c'est un regard comme ça sur les services de renseignement, et donc sur leur regard aussi sur le monde, car les services de renseignement, dans des pays démocratiques, ont un regard sur le monde désidéologisé par définition, car ils doivent rendre compte du monde tel qu'il est aux dirigeants. Ils doivent dire voilà ce qui se passe dans le monde. Car c'est comme ça qu'on peut prendre des décisions et c'est comme ça qu'on peut le mieux possible analyser les menaces en fait. Donc toute cette vision du monde donnée par les services de renseignement m'intéresse. Donc à travers les services de renseignement, je parle du monde. Enfin nous parlons du monde car je ne suis pas tout seul à faire la série. C'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, c'est la rencontre. La série permet de faire et de décrire des histoires et aussi de parler du monde et de parler de notre vie. Mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus lorsque vous créez cette série? Vous dites finalement le milieu des renseignements est l'occasion de faire un bon scénario et de s'immerger dans un milieu parmi d'autres. Mais vous dites aussi que ces agents du renseignement véhiculent une certaine vision du monde que vous corroborez à travers la série. Vous voulez dire quelque chose de particulier avec cette série? Ou simplement être le plus réaliste possible? Alors, un peu les deux. Enfin, on fait pas du cinéma ou de la série pour dire des choses. Je crois que c'est pas quelque chose qui s'exprime bien. Faut pas vouloir dire des choses, parce que si on veut dire des choses, ben, autant les dire. Voilà. Si on passe par le cinéma, donc si on passe par la métaphore cinématographique ou la métaphore visuelle, c'est bien parce que, en fait, il ne suffit pas de les dire. Il faut montrer des choses et surtout, il faut extraire une vérité à travers ce qu'on raconte, à travers les histoires qu'on raconte. Ce qui ressort, c'est la vérité. La série, comme le cinéma, comme la littérature, ça sert à dire la vérité. Et la vérité, parce qu'en fait, la vérité ne se dit pas. Mais elle existe. Donc, ça sert à la représenter et à essayer de l'atteindre.
à travers des métaphores et en fait à travers la poésie. Donc le cinéma comme la série, c'est de toute façon un travail poétique. Alors, pourquoi je fais cette série? Parce qu'évidemment, j'ai envie de raconter des histoires, donc ça c'est la première chose. Donc effectivement, les premières motivations qui sont les nôtres quand on écrit, c'est de créer des émotions, de raconter des histoires, de créer de l'attachement pour des personnages, car c'est à travers cet attachement et c'est à travers ces histoires qu'on va peut-être atteindre une vérité sur notre propre vie. Voilà. On regarde des séries, on regarde des films parce qu'on se pose des questions sur ce qui on est, sur ce qu'on ressent. On se dit, mais est-ce que ce que je ressens d'abord, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe? Ce que j'ai envie, mes désirs, est-ce que c'est des désirs qui sont reconnus? Est-ce que c'est des désirs des autres? Eh bien, on regarde les films pour le savoir. Les films, comme les séries, comme les romans, nous répondent. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on raconte des histoires. C'est aussi pour atteindre cette vérité qui ne se dit pas. Voyez. Donc, ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, effectivement, à travers une série sur les services de renseignement, du coup, je peux aussi aborder quelque chose qui m'intéresse, c'est le regard sur le monde, c'est avoir une certaine réflexion sur le monde qui nous entoure, et en particulier le monde contemporain, parce que la série, aujourd'hui, sur la DGSE, Service de renseignement extérieur de français, ça parle du monde contemporain, parce que du coup, à travers le travail de ces agents qui sont censés opérer sur le terrain extérieur, eh bien, c'est le monde contemporain qu'on aborde. Et grâce à cette série, je peux aussi partager un certain nombre de choses qu'il y a à savoir sur le monde contemporain d'aujourd'hui, enfin, le monde d'aujourd'hui. En prenant des risques, parce que vous mettez quand même en scène la DGSE, donc vous jouez avec les services secrets extérieurs, ça veut dire que vous prenez quand même le risque d'exposer tout simplement la France à des périls auxquels elle est déjà en proie. Alors moi, j'espère que Vous révélez des choses sur le fonctionnement des services secrets. Alors, je ne révèle rien, je décris. Je ne pense pas révéler des secrets, car des secrets, je ne les connais pas, heureusement. J'espère bien que les services secrets ne me disent rien. Et quand ils me parlent, j'espère bien qu'ils me... Mais vous travaillez avec eux? Non, je ne travaille pas avec eux. Faisant une série sur les services de renseignement français, je ne fais pas une série contre les services de renseignement. Je ne passe pas 5 ans de ma vie à raison d'une saison par an, c'est-à-dire 10 épisodes de 50 minutes par an. Je ne fais pas ce travail monumental pour juste critiquer ou je ne fais pas ça contre eux. Non, à l'inverse. Oui. Au contraire, j'ai besoin, comme n'importe qui raconte une histoire, j'ai besoin d'aimer mes personnages. J'ai besoin, pour les faire aimer, pour qu'ils soient attachants, j'ai quand même besoin de les aimer. Et donc je les aime, les personnages que nous décrivons dans la série. On les aime, ces agents qui sont dans les bureaux du boulevard Mortier et qui s'occupent finalement de la sécurité de la France. Et qui sont nous-mêmes, c'est-à-dire qui ne sont pas des Zorro, des James Bond, qui sont des gens exactement comme nous. Eh bien, on se pose des questions. Qu'est-ce que je ferais si j'avais tel renseignement sur tel attentat qui allait bientôt, qui peut-être allait être perpétré en France? Ils sont toujours face à des dilemmes. Des déchirements entre probablement la raison, l'efficacité et la morale et l'éthique, c'est toujours très intéressant, sur leur vie privée aussi. Ce sont des gens qui ont finalement choisi de sacrifier leur vie privée. Donc tout ça, c'est intéressant, ce sont des sentiments et des positionnements humains qui nous intéressent, et à travers eux, on décrit quand même aussi des histoires extrêmement romanesques, parce que les services de renseignement, on raconte quand même l'histoire de gens qui s'avancent masqués. Les espions, ce sont des gens qui s'avancent masqués. Et sans finalement décrire des James Bond ou des surhommes, il n'empêche qu'ils sont dans des positions extrêmement intrigantes et fascinantes. Voilà. Donc c'est pour ça que faire une série sur les renseignements, ça a quand même plein d'avantages. On raconte des histoires très tendues, avec beaucoup de suspense, mais on parle aussi, et c'est ça qui m'intéresse le plus, on parle de nous-mêmes. À travers les espions, et le personnage des espions, quelque chose de fascinant, parce qu'à la fois on peut s'identifier à cette part secrète de nous que nous ne révélons à personne, et la parano qui en découle, parce qu'on a peur d'être découvert. Enfin, je pars du principe que tout le monde se sent un peu coupable, mais je crois que je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça. Et en même temps, de manière presque romanesque, ça permet des retournements à l'infini. Les bons espions, ce sont quand même des bons espions, des bons agents de renseignement dans la série du Bureau des légendes, ont toujours un coup d'avance sur nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que spectateurs, on est toujours pris au piège parce qu'on voit qu'ils savent toujours un peu plus ou ils avancent un peu plus rapidement que nous. Et ça fonctionne très bien pour un spectateur. Alors, il arrive quand même
et ça c'est un procédé, disons, narratif, hein, il arrive que le spectateur en sache plus que les personnages. Par exemple, il arrive qu'on décrive des situations où les spectateurs savent qu'une menace pèse sur un de nos personnages qui, lui, ne le sait pas. Donc on a envie de le tirer par la manche et de dire « Attention, regarde derrière toi, il y a un danger ». Alors, on utilise ce procédé de temps en temps, pas toujours, car c'est un procédé, je dirais pas facile, mais qui propose évidemment sur un mensonge au spectateur, parce que, en fait, non, qui ne repose pas sur un mensonge, mais les spectateurs n'aiment pas toujours en savoir plus que les personnages, et surtout les personnages qui sont censés en savoir plus. Mais ça arrive quand même qu'on inverse cette situation. D'un point de vue de direction d'acteur, c'est aussi passionnant, parce que vous dites qu'il faut que ces personnages aient l'air le plus réel possible, qu'on puisse s'identifier. D'un côté, il y a tout le fantasme de la vie d'agents du renseignement, qui sont des gens extraordinaires qu'on identifie à James Bond. De l'autre, ce souci du réalisme qui fait que les acteurs de la série ont l'air de ne pas être des acteurs, de jouer leur propre rôle, notre propre rôle. Oui, ça c'est vraiment un des procédés, disons, créatifs, un des principes créatifs de cette série, c'est de choisir, je crois qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a les acteurs techniques et les acteurs intuitifs. Les acteurs techniques, c'est les acteurs qui savent très bien prétendre, qui savent très bien faire semblant. Voilà. Les acteurs intuitifs, ce sont des acteurs qui ne savent pas faire semblant, pas trop, par contre, qui savent très bien oublier qui ils sont dans la vie, et s'immerger entièrement dans le personnage qu'ils sont censés jouer, et donc, en fait, qui ressentent et qui jouent en ressentant les émotions du personnage. C'est deux types d'acteurs. Par exemple, dans la série, lequel correspond? Alors moi, c'est simple, c'est qu'en fait, pour cette série, je cherche à ne choisir que des acteurs intuitifs. Pourquoi? Car je pense qu'à excellence égale, c'est-à-dire à l'excellence maximum, je pense qu'à excellence moyenne, disons au niveau moyen, les acteurs techniques sont meilleurs que les acteurs intuitifs. C'est mieux d'avoir un acteur moyen technique qu'un acteur moyen intuitif. L'intuition ne supporte pas le moyen. Par contre, à excellence supérieure, donc chez les très grands acteurs, voilà, je préfère les acteurs intuitifs, car à ce moment-là, ils n'ont pas de limite dans ce qu'ils vont exprimer. L'acteur technique va être formidable, mais il va être limité par sa technique. L'acteur intuitif n'a pas de limite dans l'expression de son humanité, justement parce qu'il ne sait pas où il va. Et donc ça, je recherche les acteurs intuitifs, car c'est une série réaliste, où à travers des personnages, pas seulement d'espions, d'analystes, de direction, de directeurs, je cherche la vérité et notre propre vérité humaine. Donc j'ai besoin de gens qui sont bêtement et simplement humains. Donc Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Daroussin, Marina Loiseau, j'allais dire Sarah Giraudot et Léa Drucker, et bientôt Mathieu Amalric, qui rejoint le casting du Bureau des légendes pour la 4e saison. Ce sont des acteurs intuitifs. Voilà. Est-ce que vous leur laissez, quand vous les dirigez, est-ce qu'il y a une part d'improvisation, ou est-ce que vous, au contraire, vous essayez de les contenir à quelque chose de très précis? Alors ça, c'est une dialectique un peu compliquée. Ils ont l'air tellement naturels, c'est pour ça que je vous pose la question, ces acteurs. Je ne peux pas les laisser improviser, car ils ne connaissent pas assez bien le milieu et le métier qu'ils sont censés décrire. J'ai pu faire ça avec des acteurs qui étaient proches de leur personnage. Là, c'est une part d'improvisation. Alors déjà, les scénarios qu'on écrit, ce sont quand même des mécaniques extrêmement précises, où les dialogues sont extrêmement précis. Même si on essaie de les écrire de manière très réaliste, il n'empêche que les dialogues ont des fonctions aussi narratives très précises. Donc du coup, c'est compliqué de laisser un acteur improviser, à partir du moment où les dialogues doivent aussi non seulement révéler la personnalité des personnages, mais aussi raconter une histoire. Bon. Mais en fait, mon rôle, et le rôle des réalisateurs avec lesquels je travaille, c'est de donner un cadre très précis, qui est le cadre du texte, hein, très précis aux acteurs. Mais comme nous avons choisi des acteurs intuitifs, ils vont, eux, mettre leur chair, ils vont, eux, mettre le fluide de leur existence, leur fluide existentiel, je dirais, à l'intérieur de ce cadre très précis, et ça déborde de toutes parts. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement la dialectique entre le carcan narratif et scénaristique et la chair de l'acteur. Et en fait, les personnages des séries qui existent, c'est obligatoirement des osmoses entre un acteur et un personnage. Vous voyez, ça ne marche pas si le personnage est bien, mais joué par un acteur qui n'est pas vraiment dedans. Et ça ne sert à rien de prendre un très bon acteur si le personnage n'est pas bien écrit. Il y a une osmose qui doit se faire. Mais ce que je disais sur les acteurs intuitifs,
ça fonctionne précisément pour la série. Parce qu'en fait, la série, c'est quoi? C'est une fiction qui arrive en 10 épisodes chaque année. Chaque année. Il y a des séries qui ont fait 5-6 ans. Là, nous abordons donc la 4e année. C'est la 4e saison. Et pour ça, il faut évidemment... donc nous avons le temps de creuser des personnages, mais ces personnages doivent être intéressants sur la longueur. Faire une série, faire une saison sur un personnage, c'est très bien, mais ensuite, on va raconter autre chose sur ces personnages. Et puis, 3 ans plus tard, on va raconter encore autre chose. Et il faut que le personnage, je pourrais dire, en ait dans le ventre, c'est-à-dire soit assez riche, profond, pour continuer à intéresser. Mais du coup, le comédien aussi doit être finalement assez consistant et assez énigmatique, et je dirais presque assez opaque, pour continuer à fasciner et intéresser. Et je pense que ce sont uniquement les acteurs intuitifs qui sont capables, car en fait, les acteurs intuitifs sont eux-mêmes, et comme ils sont eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Et comme ils ne savent pas ce qu'ils sont opaques et donc fascinants. En tout cas, ça réussit extrêmement bien, et surtout pour les personnages féminins, je dois dire, dans cette série, les autres aussi également, mais Sarah Giraudot et Florence Loirecaille, par exemple, pour ne citer qu'elles, produisent exactement ce que vous dites, cet effet troublant à la fois de sincérité, de grande maîtrise, comme si les personnages eux-mêmes devenaient des espions et comme si les acteurs eux-mêmes retenaient toujours une partie de ce qu'ils sont. C'est d'ailleurs une bonne métaphore du métier d'acteur, de montrer quelque chose en cachant le reste. C'est leur fonction. Et c'est ça qui me fascine chez les acteurs, et en particulier chez ces 2 actrices, parce que si vous essayez, moi, peut-être que vous êtes actrice, j'en sais rien, mais vous avez une âme de comédienne, j'en sais rien, mais si on s'essaye à jouer nous-mêmes, on touchera le côté abyssal du jeu, c'est-à-dire que tout d'un coup, on nous demande de nous oublier et de nous mettre dans une situation qu'on ne vit pas, et de nous perdre corps et âme dans cette situation, et de vraiment faire comme si nous y étions. Mais en fait, faire comme si nous y étions, ces 2 actrices, par exemple, sont capables, non pas de faire comme si elles y étaient, mais d'y être. Et donc, il y a une capacité d'oubli de soi-même. Donc on dit les acteurs sont narcissiques, etc. Non, c'est anti-narcissique. Ils ne peuvent pas penser à eux-mêmes, car s'ils font une vue d'avion ou s'ils prennent une distance vis-à-vis d'eux-mêmes en se regardant jouer, c'est fini, ils ne jouent plus, c'est fini, ils sont mauvais. Ce sont des gens qui sont capables, finalement, de s'immerger dans des situations et dans des personnages. Ça, c'est absolument fascinant. Voilà. Pour écrire cette série, vous avez importé, vous êtes inspiré de méthodes américaines, l'écriture collective du scénario. Vous avez aussi sans doute puisé dans des références littéraires et cinématographiques. Qu'est-ce qui vous a influencé pour cette série? 2 séries. La première, c'est The West Wing de Aaron Sorkin, qui raconte donc un peu le travail à la Maison-Blanche, technique, un peu le travail à la Maison-Blanche, qui est une série réaliste et en même temps qui décrit un milieu professionnel qui est vraiment intéressant. Et Mad Men, qui décrit une agence de publicité dans les années 50 aux États-Unis. Bon. Alors, ces 2 séries sont nos séries de référence parce que ce sont des structures de narration qui nous intéressaient. Ce sont des séries qui sont collectives, collégiales, avec plein de personnages, et aussi Mad Men avec un héros qu'on tire un peu du lot. Donc, la structure narrative de ces séries était des références pour nous. Maintenant, ensuite... il y a un film qui nous a énormément inspiré dans notre écriture, c'est Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, parce qu'il y a, disons, non seulement la description d'une réalité qu'on a tous vécue, puisque c'est la traque de Ben Laden, dont on est contemporain, et en même temps, il y a un réalisme et donc une efficacité dans la mise en scène et dans l'écriture. Qui est finalement qui est une référence pour nous. Qu'est-ce que ça change d'écrire à plusieurs? Parce que ça met à mal quand même la question la position de l'auteur, qui est une question qui avait été beaucoup abordée au moment de la Nouvelle Vague dans le milieu du cinéma français. Savoir est-ce que c'est le film ou l'œuvre qui compte ou l'auteur qui crée le film? Dans votre cas, vous travaillez à plusieurs. Vous dites nous à chaque fois que vous parlez des créateurs de cette série. Parce qu'on est plusieurs, mais la Nouvelle Vague, en fait, a posé que l'auteur du film était le réalisateur. Que le véritable auteur, c'était le réalisateur. C'était celui qui faisait les images, et pas celui qui écrivait les scénarios. Le cinéma étant des images, c'était le véritable auteur. Donc la politique des auteurs de la Nouvelle Vague, c'était mettre en avant Howard Hawks, mettre en avant John Ford, Hitchcock, plutôt que des réalisateurs qui s'appuyaient sur des scénaristes. Et ils voulaient mettre en avant le talent. En fait, ils voulaient mettre en avant le langage cinématographique. Le véritable auteur, c'est celui qui écrit le film, mais écrire le film, c'est le faire. Voilà. Et étrangement, et paradoxalement, d'Hollywood
et donc des États-Unis, disons, mais pas d'Hollywood, mais des États-Unis, nous est venue cette nouvelle fonction de l'auteur, qui est non pas l'auteur-réalisateur, avancé par la nouvelle vague, mais l'auteur-producteur, avancé par les chaînes câblées américaines, qui ont été les premières à créer et à diffuser des vraies séries d'auteurs. L'auteur, ce qu'on appelle le showrunner. Le showrunner, c'est un auteur-producteur. Donc, effectivement, producteur dans le sens où, une fois qu'il a écrit le scénario, tout seul ou avec d'autres scénaristes, une fois qu'il a écrit le scénario, il ne s'arrête pas là. Il continue à superviser la fabrication du film ou de la série, car son scénario, c'est lui qui est l'auteur, donc il sera l'auteur de toute la suite, de telle sorte que la série ou le film soit exactement ce qu'il a écrit, soit exactement sa vision. Donc il y a une remise au centre de la vision subjective de quelqu'un, d'une vision singulière et subjective. Et ça, c'est la notion pure d'auteur. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Américains sont venus nous dire voilà ce que c'est qu'un auteur, voilà ce que sont les nouveaux auteurs. Et d'ailleurs, pourquoi j'aime les séries, c'est parce que je pense que l'audace narrative et l'audace créative nous est venue des séries comme Les Sopranos, comme The Wire, comme Mad Men. Ils ont fait, les auteurs qui ont créé ces séries, qui ont réalisé ces séries sans être techniquement réalisateurs, mais finalement qui ont supervisé toute la fabrication de ces séries, nous ont appris à faire des choses qui ne s'étaient jamais faites avant. Nous ont appris à raconter des histoires sur des enjeux narratifs tellement ténus que personne n'osait le faire avant même dans le film. Il y a une créativité Par exemple, dans les nouvelles séries. Mad Men, même dans Les Sopranos, il y a des histoires dans des épisodes entiers d'une heure qui reposent sur des enjeux narratifs très ténus, de rien du tout. Ils arrivent à nous intéresser et ils ont l'audace de faire un épisode entier, non pas sur des énormes enjeux, qui va tuer qui va tromper qui, non, sur des trucs de la vie quotidienne. Et c'est ça qui est extrêmement fascinant. Et c'est pour ça que j'aime les séries. C'est vraiment pour ça. Donc, je me rappelle plus. Mais vous êtes passé, vous faites partie de ces rares réalisateurs. Il y en a d'autres. Je pense à Jean-Marc Vallée au Canada ou Jalil Lesper qui a réalisé aussi Versailles, qui est passé de la réalisation d'un film à la fabrication d'une série de manière très naturelle. D'ailleurs, aujourd'hui, vous parlez davantage de la série que du film. Alors, je vous arrête. Je vous en prie. Les deux personnes que vous avez citées, oui. Si je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce sont des réalisateurs. Oui. Pas des auteurs-réalisateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas écrit des séries qu'ils ont réalisées. Jean-Marc Vallée, qui est vraiment un très bon réalisateur, n'écrit pas la série qu'il réalise. Je pense que il réalise, bien sûr, n'écrit pas la série qu'il réalise. L'auteur-producteur écrit la série qu'il fait réaliser. C'est ça la grande différence. Ça veut dire qu'un auteur écrit toute une histoire avec une équipe. Alors pourquoi on écrit en équipe? On écrit en équipe parce qu'on n'a pas le temps, car comme nous devons diffuser une saison par an, c'est-à-dire 500 heures, même minimum, un film de 500 heures, quoi. Donc c'est énorme, on ne peut pas l'écrire seul. Donc on est obligé de l'écrire à plusieurs. Et pour l'écrire à plusieurs, et pour que le point de vue ne se diffuse pas, ne se perde pas à travers les différentes subjectivités des auteurs, il faut un chef d'orchestre. C'est uniquement pour ça qu'il y a un showrunner et plusieurs scénaristes. Et parce que c'est le délai de diffusion qui l'impose. Mais encore une fois, la notion d'auteur a été remise sur la table, mais avec énormément de force, car l'auteur qui dirige l'écriture et qui écrit la série est véritablement l'auteur de toute la série. Il n'y a pas un seul centimètre de fabrication qui lui échappe. Alors effectivement, il y a des réalisateurs qui travaillent au service de cette série, mais l'auteur les supervise. Et donc vous êtes le seul en France à faire ça? Alors, non, je ne suis pas seul en France à faire ça, il y en a d'autres, mais je suis le seul, je crois, à le faire en livrant une saison par an. Ce que font tous les Américains. Mais en France, pour le faire, il faut que le métier, disons, c'est le même métier. Ceux qui font du cinéma et ceux qui font de la série sont à peu près les mêmes. C'est le même métier, donc. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les gens qui viennent du même métier. Les chefs opérateurs, les monteurs, les scénaristes viennent du cinéma, repartent dans le cinéma, etc. Donc, mais le métier, disons, concerné par la série, doit ou devait, en tous les cas, se reconstituer, se restructurer pour
aller dans cette... parce qu'en fait, la concurrence aujourd'hui, Netflix, Amazon, Apple et tout, évidemment toutes les chaînes câblées américaines font une saison par an. Et nous étions incapables de le faire. Et la concurrence maintenant, puisque Netflix, tous ces gens-là viennent en France, faire des séries même en Europe ou en France, nous devons nous mettre au diapason, parce que sinon on va être complètement... on va disparaître, on va être écrasé. Et donc il fallait adopter ces méthodes, et voilà, ces méthodes imposent finalement... Il fallait adopter ces méthodes sans perdre cette notion d'auteur. C'est ça le plus important. Sans perdre cette notion d'auteur, parce qu'en fait, c'est qu'avec un auteur qu'on parvient à faire des séries intéressantes et un peu, disons, originales et finalement poétiques. Eh bien, un autre auteur, une autre autrice, à vous de choisir le terme que vous préférez, va nous rejoindre. On va continuer à parler de cette 4e saison du Bureau des légendes. On n'a pas encore vu d'images, je les garde pour la suite. On va accueillir la journaliste, essayiste et désormais cinéaste Caroline Fourest, grande fan elle aussi du Bureau des légendes. Elle termine actuellement son premier film de fiction, Red Snake, sur des combattantes kurdes qui tentent de renverser le régime djihadiste dans le Kurdistan irakien. Et elle nous a apporté en exclusivité les premières images de son film que voici. Caroline Fourest, who's a French journalist, really knows about because she's written books on it, she's been to the front. She's not just a hired director. This is her baby, this is her brainchild. I'm also happy that it's a woman directing this film about women because it happens so often that that's not the case. Bonjour Caroline Fourest. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Livrez-vous. C'est un plaisir. Et merci pour ces premières images. On a hâte de voir le résultat. Alors, on vous connaît comme journaliste, essayiste. Vous étiez très présente lors de nombreux combats, notamment concernant la laïcité. Où étiez-vous passée depuis plusieurs mois, presque années? J'étais là. Non, quand même pas plusieurs années. Ça fait bien longtemps que vous n'avez pas entendu. Oui, je me suis fait plaisir d'abord. Je me suis un peu extrait de la confrontation permanente qui me fatiguait, honnêtement. Franchement, je pense que j'avais très envie de passer à la fiction depuis très longtemps. Et je me suis pas autorisée avant de mener quelques combats qui étaient urgents, mais qui m'ont pris quand même 20 ans. Ce double combat contre à la fois l'extrême droite et l'intégrisme religieux. Et j'ai eu le sentiment, surtout après le 7 janvier, je crois qu'il fallait continuer à se battre. J'ai continué à me battre avec les armes de l'essai, de la raison, du fait de dire, simplement de dire les choses, de les dire si possible un peu en avance. Mais il y avait une part plus émotionnelle, Voilà, il y avait une part qui avait besoin de s'exprimer, et comme j'avais très envie de réaliser depuis longtemps de la fiction, je me suis autorisée à y passer. Donc la fiction, est-ce un détour pour mener les mêmes combats que vous avez toujours menés, mais avec d'autres moyens, ou est-ce que c'est pour vous battre sur un autre sujet, un autre domaine? Alors, on ne se change pas, hein. On a toujours les mêmes obsessions, et on a toujours envie de raconter des histoires qui vous touchent. Mais par contre, il y a quelque chose qui, moi, toujours, même quand je fais des essais, ou quand je fais des documentaires, ou quand je choisis un autre support, ce qui m'intéresse, c'est quand même de toujours trouver une autre langue. Et dans le fait j'avais écrit un court-métrage de fiction il y a des années déjà. Je m'étais dit que le milieu du cinéma, j'étais beaucoup trop jeune pour me frotter à ça, et que, en plus, en tant que femme, je supporterais jamais. Donc je suis ravie d'arriver dans le cinéma à 40 ans, on a beaucoup plus de patience, en plus on vit un moment fantastique où il se dit plein de trucs. Donc c'est génial, mais surtout... Parce que j'ai toujours fait des films, hein, j'ai toujours fait des documentaires. Voilà, j'ai fait 21 films documentaires en parallèle de mes livres. Et c'est une écriture très différente que de faire un essai. La fiction et le film de cinéma, c'est encore une autre langue qui vous oblige à ces processus narratifs dont parlait Éric Rochant, qui vous permet de toucher aussi des gens qui peut-être avec qui vous n'avez pas envie de parler ni sur Twitter, ni sur un plateau de télévision. Mais vous avez un domaine sensible commun, très humain, où vous pouvez encore vous parler. Et je crois que j'avais encore envie d'aller essayer de toucher peut-être des gens en choisissant ce nouveau langage et puis me remettre en question aussi. Moi, j'ai adoré les derniers mois que j'ai passés à apprendre 1 milliard de choses. J'espère que le domaine sensible commun, vous l'avez avec Éric Rochant ici présent sur ce plateau télévisé. Je pense qu'on a un grand domaine sensible commun. En tout cas, j'adore ce que fait Éric Rochant. Vous regardez le Bureau des légendes? Bien sûr, j'adore le Bureau des légendes. Ça vous a inspiré? Alors, justement, tout mon enjeu, parce que je suis aussi une grande fan de séries, vraiment, et tout mon enjeu, c'était de faire un film qui... Parce que je pense que les codes de la série sont en train d'influencer le cinéma, et les unitaires aussi. On est tous immergés là-dedans. Moi, en plus, j'ai écrit un film choral. J'aime écrire avec des processus narratifs qui alternent beaucoup. Et mon défi à moi, c'était quand même vraiment d'en faire un vrai film de cinéma qui ne fasse pas trop série. Donc j'ai essayé de m'en éloigner plutôt, mais parce que mon réflexe naturel, c'est plutôt d'écrire comme une série. Et j'adore le Bureau des légendes, et je pense que c'est sincèrement une des meilleures séries françaises qui a été faite
depuis très longtemps. Et ça fait très longtemps qu'on se dit quand est-ce qu'on arrive à faire un peu une série comme les Américains. On est quand même très fiers qu'enfin on y soit à peu près arrivé. Alors, racontez-nous l'histoire de ce film. Il est inspiré de faits réels. Le génocide yézidi commis par Daesh en août 2014. Oui, ça part quand même d'une réalité, mais ça part d'une réalité qui est tellement immense qu'on en a, à mon avis, on ne l'a pas encore complètement réalisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore complètement réalisé que il y a juste quelques années a eu lieu à nouveau une forme de génocide, qu'effectivement Daesh est allé dans les villages séparer les hommes et les femmes, abattre les hommes, déporter les femmes comme esclaves sexuels. Et ce qu'on n'a pas encore réalisé non plus, je pense, c'est à quel point cette dernière guerre, qui est quand même une guerre mondiale, ce qu'on vient de vivre est une guerre mondiale. Il y a eu une coalition qui a impliqué un nombre impressionnant de pays pour défaire un État terroriste, avec des méthodes totalitaires extrêmement organisées. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai vu les premiers récits des femmes yézidis qui s'étaient enfuies après avoir été déportées, esclavagisées, c'est la méthode chirurgicale, très technique, l'administration de Daesh. Donc j'avais envie de décrire ça, et en même temps, je ne voulais pas que les djihadistes soient les héros de mon film. Donc c'est pas un film sur les djihadistes, et c'est pas un film sur la guerre, mais c'est un film sur les femmes qui leur ont tenu tête. Et notamment sur des jeunes volontaires, donc pareil, on parle pas assez, des jeunes volontaires qui, un peu comme au moment de la guerre d'Espagne, ont quitté leur vie à 18-20 ans pour aller se battre avec les Kurdes. Et je trouve ça follement romanesque. Et on nous explique que la jeunesse n'a plus d'idéaux et qu'il ne se passe plus rien. Mais si, il se passe ça, en fait. Il se passe ça, mais on ne le sait pas encore. Et donc, il y a eu, je ne sais pas combien de films sur la guerre du Vietnam. Et j'espère, moi, qu'il y aura au moins autant sur cette dernière guerre, parce que franchement, il y a de quoi faire. C'est un univers qu'on retrouve en partie dans la dernière saison du Bureau des légendes, Éric Rochant. Oui, mais c'est-à-dire que nous, en fait, bon, la guerre en Syrie, la guerre contre Daesh, et finalement aussi la guerre pour garder Bachar el-Assad au pouvoir, parce qu'en fait, cette guerre a été gagnée par les Russes, il faut le dire. Les Russes ont... mais pas seulement, quand même. Les Russes sont intervenus, c'est au moment de leur intervention, finalement, que Daesh a commencé à perdre, et les Russes ont réussi, ce tour de force incroyable, de conserver et de faire gagner Bachar el-Assad, qui était censé partir à un moment donné, parce que c'était lui le problème. Alors, cette réalité, on la vit depuis très longtemps, depuis plusieurs années, et c'est vrai que sur le Bureau des légendes, puisque nous essayons quand même de nous appuyer sur des réalités de fond, très profondes, ce conflit en Syrie contre Daesh était vraiment une réalité qui est à peine en train de s'effilocher. On est sur la fin, mais pas vraiment encore. On est à peu près sur la fin. En tout cas, Daesh a perdu la guerre du territoire. Et c'est vrai que dans la saison 4, oui, on a quelques épisodes où, à travers un personnage, qui est un personnage d'analyste de la DGSE, qui n'est pas censé aller sur le terrain, mais les analystes vont de temps en temps sur le terrain interroger quelques personnes, car ils savent le faire et ils ont l'expertise pour le faire. Du coup, sont confrontés à la guerre et au terrain. Et là, à travers un analyste qui va découvrir ce paysage et ce pays et ces territoires en ruine absolue, en ruine humaine et en ruine physique et humaine, pour son métier d'analyste de la DGSE, va découvrir cette réalité. Et nous croisons effectivement un commando de femmes yézidis qui ont participé à la chute de Raqqa. Bon, n'en dites pas trop, parce que sinon on va nous accuser de faire des spoilers, mais en vous écoutant, pourquoi Caroline Forest avoir choisi précisément pour ce sujet la fiction, alors que vous avez fait tant de documentaires? Pourquoi le détour par la fiction? Mais vraiment, je me suis posé la question, et pour moi c'était évident qu'un documentaire ne pourrait pas rendre hommage au romanesque de cette histoire. C'est-à-dire que vraiment, les combattantes... De la réalité, le romanesque de ce qui s'est vraiment passé. Le documentaire serait en dessous de la réalité. C'est ça. Ces combattantes, en plus, moi, j'en ai rencontré plusieurs unités. Je suis allée plusieurs fois au Kurdistan irakien, avant et après la chute de Mossoul. Les combattantes que j'ai rencontrées, elles sont en train de combattre. Donc, si vous voulez, elles n'ont absolument pas le temps de vous donner une interview. Si elles vous en donnent, elles vont vous livrer très peu de choses d'elles-mêmes, parce qu'elles sont en plus dans une individualité qui est quand même très verrouillée. Ce sont des soldates, et souvent très jeunes, d'ailleurs, très très jeunes. C'est presque moins intéressant de les interviewer que de raconter, de s'immerger dans leur histoire par la fiction. Et puis moi, j'avais envie vraiment, pas simplement de les montrer, j'avais envie de faire ressentir aux gens qui pensent avoir vu cette guerre, tout ce qu'ils n'ont pas pu voir de cette guerre, et aussi d'être un peu avec elle.
Mon film, c'est l'histoire d'une brigade. Donc, une brigade avec à la fois une jeune yézidi qui s'est enfuie et qui a réussi à rejoindre la résistance kurde. Mais il y a aussi des volontaires internationaux qui viennent de France après les attentats, qui vont aussi se battre avec elle, comme c'est le cas. Il y a des Italiennes, des Israéliennes, des Françaises qui sont allées se battre pour reprendre Raqqa, pour aller reprendre Mossoul. Et je voulais pas un film à distance, et je voulais pas une interview, et je voulais pas un discours politique convenu, et je voulais pas des monologues. Je voulais être dans l'action. C'est un film d'action, en fait. Mais c'était aussi un film de femmes. Je c'est un parlais film de femmes, de ça, c'est personnages sûr. féminins dans la série du Ça, Bureau c'est des sûr. légendes. Là, vous avez dit que c'était un film choral et on retrouve de nombreuses femmes et des actrices connues des Français, Camélia Jordana, Esther Garel, Amira Kazar. Bien sûr, il y a aussi des hommes, Golshifteh Farahani. Comment avez-vous choisi ces actrices-là? Golshifteh devait faire une apparition qu'elle ne fera pas parce qu'il y a un autre film et parce que finalement ça s'est pas passé comme ça. Mais Esther Garel et Camélia Jordana et Amira Kazar et Dylan Gouine qui joue la jeune Zara qui est l'héroïne du film, qui n'est pas connue du public français mais qui à mon avis en tout cas restera parce que c'est une incroyable comédienne. Sont toutes des visages, à la fois sont toutes des très bonnes comédiennes, ça c'était important. Pour une première réalisation, j'avais besoin de comédiennes qui soient évidemment très opérationnelles, franchement, parce qu'on a tourné un vrai film de guerre avec des moyens qui ne sont pas ceux d'un film de Vous guerre. n'aviez jamais dirigé des acteurs? Non, pour mon court-métrage, mais il y a très longtemps, non, j'avais jamais dirigé des acteurs. J'avais dirigé des activistes, c'est très compliqué aussi, mais c'est tout un autre travail. Mais c'était très intéressant d'avoir des comédiennes qui ont la sensibilité, des comédiennes notamment françaises. C'est un casting international, le film on l'a fait en anglais, donc le langage du plateau c'était plutôt l'anglais. Mais d'avoir un jeu très européen, très naturel, avec des comédiennes parfois de films d'auteurs français, qu'on a immergé dans un monde d'action. Un peu comme moi, les films que j'aime, moi, c'est des films américains. Donc on les a mis, et puis je suis entourée de gens qui passent leur vie à combattre. Donc on les a immergés dans le monde réel des volontaires qui ont rejoint la guerre. Et je voulais montrer ça. Je voulais montrer ce moment de rencontre entre des filles de la paix et des filles de la guerre. Parce que les Yézidis, les gens qui ont subi Daesh en Syrie et en Irak, n'ont pas choisi ce qui leur est tombé dessus. C'est leur pays qui s'est retrouvé en guerre. Mais les volontaires françaises, italiennes de 18, 20, 25 ans qui sont allées se battre ressemblent un peu aux comédiennes dans le choc qu'elles ont dû ressentir en arrivant sur le théâtre de guerre. Et je voulais aussi qu'on ressente ça. Donc c'était un casting qui était intéressant, qu'on a fait nous-mêmes. En plus, je n'avais pas de directeur de casting, je l'ai fait moi-même avec mes producteurs. Et je peux vous dire qu'en fait, je suis sûre que c'est génial comme travail directeur de casting, mais en tout cas, nous, on est ravis de l'avoir fait nous-mêmes. Vous parlez de l'influence du cinéma américain. Éric Rochant nous faisait part tout à l'heure de l'influence qu'avait eu Zero Dark 30 sur la série Le Bureau des légendes. C'est le cas pour votre film aussi? Ouais, moi, c'est vraiment une référence pour moi aussi. Alors, vraiment, je pense que c'est un... Mais c'est-à-dire que les Américains ont tout compris, parce qu'on vous écoute l'un et l'autre, on a l'impression que c'est eux qui savent faire les films et les séries et qu'on a tout à apprendre. Faire du réalisme cinématographique à ce niveau-là, c'est vrai que Zero Dark 30, c'est un vrai tournant. Et moi, au début, quand j'ai commencé à dire, mais je vous assure, je veux réaliser un film de guerre, comme j'ai l'image d'être une intellectuelle et que j'écris plutôt des livres, on m'a cité des références cinématographiques qui sont, en plus comme je suis une femme, donc on m'a cité des références que je respecte infiniment, mais qui étaient tellement loin de mon univers cinématographique que ça m'a fait beaucoup sourire. Et donc j'ai essayé de dire, vous savez, moi, c'est plutôt Zero Dark 30, c'est plutôt des films comme ça que j'ai envie de faire, en fait, sans les moyens du tout, hein, parce qu'après, il faut quand même se dire les choses. Les Américains font aussi très bien ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes budgets non plus pour les faire. Mais on arrive avec le goût du découpage notamment, le goût de l'image tout simplement. Enfin, moi, dans les documentaires, c'était déjà quelque chose qui me passionnait. Je suis dingue des drones, j'adore les grues aussi. Je ne sais pas si je préfère les grues ou les drones, c'est toujours ma grande question. Mais je crois que j'aime follement les deux. Et toute cette façon de raconter ce que montre une caméra, le mouvement d'une caméra, c'est aussi important que ce que vous avez à montrer. Et en tout cas, mon défi personnel qui m'a autant occupé et autant amusé et passionné ces derniers mois, c'était d'apprendre à faire un mode narratif, un mouvement de caméra qui dise autant que ce que je veux raconter. Écrire un scénario, c'était déjà proche de ce que je savais faire. Mais tout le reste, il fallait le tester et c'était ça la grande aventure. Éric Rochon, est-ce que ça a encore un sens de parler de cinéma français, de séries françaises, ou est-ce que maintenant ce sont les méthodes d'écriture et de réalisation qui comptent davantage que la nationalité de celui qui écrit? Non, ça a un sens, bien sûr, ça a un sens. Parce que votre série, elle est très française, on a envie de dire. On a une culture, on a une tradition,
on a des concepts et une vision des choses qui nous est propre. On n'a pas du tout la même. Enfin, moi, je n'ai pas du tout la même vision que les Américains. Ils ont une technique, ils savent raconter des histoires. Nous, la part de la France, c'est faire le vin, les Américains, c'est faire le cinéma. Et voilà. Je voulais juste rajouter un truc sur Caroline Fourest. Je pense qu'en fait, Caroline Fourest, c'est une guerrière. Donc, c'est normal qu'elle fasse un film de guerrière, qu'elle y aille comme une guerrière. Qu'elle se batte contre tout le monde, plus ou moins, pour faire ce film. Parce qu'en fait, c'est une guerrière aussi, je dirais. Politique et idéologique, dans la mesure où, pour moi, enfin, je suis très content de vous avoir auprès de moi, parce que je crois que la société française, aujourd'hui, a besoin de Caroline Fourest. Pourquoi ? Car elle est là pour empêcher la société française d'avoir des petites tendances, je dirais, à être un peu munichois sur l'islamisme politique et radical. Ça veut dire quoi, munichois ? Munichois, ça veut dire faire d'un peu de la composition, composer, voire accepter, voire se soumettre au concept et à ce que l'islamisme radical essaye de nous imposer. Et heureusement qu'elle est là, parce que si elle n'était pas là, je pense qu'elle n'est pas toute seule, mais heureusement qu'elle est là, parce que si elle n'était pas là, on serait face, si vous voulez, sur la table des opinions et sur la table des idées, il n'y aurait que, finalement, quasiment, que les opinions comprenant, soutenant l'islamisme radical. C'est ça qui est terrible. Et donc, c'est terrible, d'ailleurs, et je comprends qu'elle se soit sentie fatiguée à un moment et qu'elle ait eu besoin d'aller sur le terrain et d'aller faire d'autres choses, et en particulier de la fiction. Je le comprends, car c'est un combat, et je crois que vous menez un combat absolument exténuant, qui doit être continuellement mené. D'ailleurs, moi, je n'ai pas eu l'impression que vous étiez parti. Non, je n'étais pas parti 2 ans. Non. Oui, parce qu'en fait, vous continuiez quand même à vous exprimer, mais c'est un combat exténuant, voilà. J'aurais aimé, que vous menez aussi, à votre façon ? Que je ne sais pas mener comme Caroline Fourest, mais moi, je le mène à ma façon en faisant ce que je fais. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait du même ordre. Non, mais c'est une vraie question. Mais c'est une vraie... Est-ce que c'est aussi un engagement de votre part dans votre travail, ce combat-là? Ce qui est sûr, c'est que montrer le monde tel qu'il est, à travers le regard désidéologisé des services secrets français, hein, je ne parlerai pas de la même chose des services secrets russes, mais à travers donc ce regard défantasmé, désidéologisé, des services secrets français sur le monde, proposer ce regard et proposer cette analyse des événements contemporains, ça fait partie, effectivement, je ne dirais pas d'un combat, je n'irai pas jusque-là, mais ça fait partie d'une proposition qui est à mettre sur la table au milieu des autres propositions qui, elles, sont bien plus, disons, sont bien plus, en même temps, aussi bien stupides que dangereuses. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, quand Caroline Fourest ne cesse quotidiennement de dénoncer les idiots utiles de l'islamisme, je crois que c'est très important, mais effectivement, elle le fait à sa façon. Je comprends combien ça peut être vraiment fatigant. J'espère qu'elle ne va pas abandonner, mais j'espère non plus qu'elle ne va pas se perdre. J'espère qu'elle ne veut pas s'abîmer dans ce combat. Et je comprends tout à fait sa démarche, qui consiste justement à ne pas s'abîmer, parce que c'est un combat qui abîme, je crois. Vous voulez dire quelques mots, Caroline Fourest ? Je ne sais pas trop quoi dire après ça. Je ne sais pas trop quoi dire. Non, moi, j'aimerais à l'inverse tellement avoir le talent d'Éric Rochon pour réaliser le Bureau des légendes. Et je pense que vraiment, les séries sont le dernier média universel. C'est-à-dire qu'on est tous à la fois bombardés d'informations, extrêmement connectés les uns aux autres pour s'insulter essentiellement. Et les séries, c'est le dernier média où finalement, on peut avoir aux 4 coins du monde peut-être des Russes, des Américains, des Arabes, des Kurdes qui vont voir la même chose. Donc c'est un enjeu culturel immense. Vous avez des gens qui consomment des séries israéliennes et qui sont tout à fait opposés à la politique d'Israël. Vous avez les Turcs qui sont en train de produire un nombre de séries avec des messages très problématiques pour le diffuser bien au-delà du monde de l'ex-empire ottoman, et ça marche. Donc il y a un vrai enjeu à se mêler de ce média-là, à raconter des histoires à travers ce média-là. Et quand j'entendais Éric Rochon dire c'est un média qui permet aussi aux auteurs, producteurs de remettre un point de vue subjectif, je pense que c'est aussi un média qui permet l'approfondissement. Parce que justement, c'est le dernier endroit où on ne se lasse pas d'avoir du temps. On peut, par la multiplicité des épisodes, approfondir des personnages. D'abord, on approfondit l'empathie, qu'on a perdue à force de tout survoler, et on approfondit aussi la complexité. C'est le temps de la vie, c'est le temps de l'existence. Hein. Oui, la série, c'est le temps de l'existence, vraiment. On est au même rythme de la vie. Et moi, s'il y a une des choses, bien sûr qu'il y a une fatigue à prendre des coups de partout, il y a une fatigue à toujours essayer de faire vivre. C'est pas que sur l'islamisme, c'est que dès qu'on essaie de stopper l'islamisme, c'est l'extrême droite qui récupère, ou les racistes qui récupèrent le morceau. On passe son temps à essayer de faire vivre un espace de complexité au milieu.
dont certaines, à la télévision, moi je m'y retrouve de moins en moins. Il en reste, heureusement, des endroits agréables, voilà, et c'est formidable d'y aller. Mais j'ai l'impression que dans l'hystérisation, dans la rapidité de nos échanges, cette complexité, je ne l'ai vue que diminuer. Donc j'avais besoin de trouver un autre lieu. Il n'y a que l'imaginaire, il n'y a que la fiction. Et les séries, je pense que c'est vraiment le lieu royal aujourd'hui pour aller retrouver cette complexité, cet approfondissement, et remettre des gens autour d'une table. Moi, il y a des gens à qui j'ai envie de parler, qui toute la journée croient à n'importe quoi, alors on leur a raconté n'importe quoi sur n'importe quoi, ils n'ouvriront jamais un de mes livres. Ils iront jamais voir un de mes on va documentaires. justement ouvrir vos livres avec vous et aussi Éric Rochon. Avant cela, je l'ai quand même promis depuis le début de l'émission, quelques images de la saison 4 du Bureau des légendes. Il s'est vendu aux Américains, maintenant il se vend aux Russes. Ce type est un traître. Point. Le Bureau des légendes, saison 4 inédite. Il ne se vendra pas aux Russes. Et s'il n'avait pas le choix? Ça donne très envie, ces images. Vous avez une idée de la date de sortie de la saison 4? Très bientôt. C'est ça, le monde des espions, en fait, se propage. Après, les informations ne sont plus divulguées. Bon, ben, on a hâte, en tout cas. Caroline Forest, on vous a demandé, comme à chacun des participants à cette émission, de venir avec 3 livres qui ont compté pour vous, vos livres de chevet ou ceux qui vous ont marqué. Quels sont les livres que vous avez apportés? Alors, je relis jamais les essais quasiment. C'est pas des livres de chevet pour moi, donc c'est vraiment aussi de la fiction. Mais ça, c'est des pièces de Sartre, La putain respectueuse et Mort sans sépulture. Je suis beaucoup plus fan de Camus que de Sartre dès qu'il s'agit de propos, de défendre ses idées. Mais en fiction, j'avoue que les pièces de théâtre de Sartre, je les adore. Elles ont marqué mon adolescence et je pense qu'elles m'ont structurée. Et pour les dialogues politiques, c'est vraiment un grand souvenir. Ça, c'est les livres que je pourrais jamais écrire. Donc c'est voilà, Le périple de Baldassare d'Amin Malouf. Ça fait partie des écrivains que j'admire parce qu'il a une façon d'écrire et de conter que je lui envie énormément et qui fait vivre un imaginaire qui me reste longtemps, très longtemps. Et ça, c'est un clin d'œil à Marceline, évidemment, Loridan Ivens qui vient de nous quitter. Pour le coup, son livre était vraiment sur mon chevet depuis très longtemps. Et voilà. Et Marceline a joué en plus un vrai rôle dans le fait que je puisse réaliser mon premier film de fiction. C'est vrai ? Ça fait partie de celles qui, quand on a cherché que ce soit un réalisateur qui réalise plutôt le film que j'avais écrit, parce qu'il faut de l'argent, on ne faisait pas confiance pour une première réalisation. Elle a vu que je le vivais pas bien et elle a crié très très fort. Elle m'a dit « Personne d'autre que toi ne peut réaliser ce film, tu le sais bien ». Et je lui ai dit « Mais oui, tu as raison, je le sais bien ». Donc elle aura joué un vrai rôle dans ça. Et évidemment, ma grande tristesse, c'est qu'elle le verra pas. Mais en tout cas, elle nous aura beaucoup accompagnés. Quelle femme, voilà. Qui était venue parler de ce livre à cette même table il y a quelques mois. Oui, sur le corps et l'amour après les camps. Et c'était vraiment un personnage qui... Ce qui vraiment me fait très plaisir, c'est qu'elle a été entourée jusqu'au bout d'une jeunesse incroyable, qui savait à quel point elle était une boussole pour nous toutes et nous tous. Et j'ai adoré la façon dont elle a été en colère jusqu'au bout. En colère contre ce qui se passe dans notre époque encore, vraiment. Merci Caroline. Alors Éric Rochon, vous avez 2 ouvrages ou 3? En fait, j'en ai 3, mais j'en ai un que je lis sur mon téléphone. Vous lisez sur votre téléphone? En fait, vous voyez les livres que j'ai là. En fait, c'est pas des livres de chevet, c'est les livres que je lis en ce moment. Ouais. Donc ceux-là sont très lourds. Et donc, pour ne pas avoir trop mal au dos quand je me déplace, j'ai aussi un 3e livre sur alors, commençons par celui-là, parce qu'il est intriguant. Alors, oui, il est intriguant, mais alors, je suis obligé de mettre mes lunettes, mais en fait, ce sont des livres de philosophie du langage, car je suis obsédé en ce moment, depuis quelques années, par une question qui est qu'est-ce que c'est que la signification? Comment, en fait, les mots peuvent-ils signifier quoi que ce soit? Comment, en fait, des sons qu'on prononce ou des mots qu'on écrit peuvent-ils signifier quoi que ce soit? Donc, moi, je suis très, très obsédé par cette idée. Enfin, par la connexion entre le langage et le monde. J'ai toujours voulu savoir comment ça fonctionnait. Là. Du coup, je lis des philosophes qui s'intéressent à ces questions. Et il y a une très grande tradition philosophique qui est née de Wittgenstein, Frege et Russell, qui est une tradition philosophique que la France a totalement ratée, qui est la philosophie évidemment analytique, et aussi du coup la philosophie du langage. La France a totalement raté ce train, qui est le train philosophique d'aujourd'hui,
C'est en train de revenir aujourd'hui quand même dans le département de philosophie française. Très bien, alors tant mieux, parce qu'effectivement... Alors comment s'appelle celui-là? Alors celui-là, c'est Semantics versus Pragmatics. Donc en fait, c'est la sémantique contre la... C'est très technique, c'est affreux ce que je veux dire. Et l'auteur? En fait, c'est un recueil de textes, car en fait, c'est un débat aujourd'hui qui anime les philosophes d'aujourd'hui, sur des débats très techniques sur la philosophie, sur la signification, et c'est des débats extrêmement vivants. C'est-à-dire que là, nous avons des philosophes qui se parlent et qui débattent. Et donc, sur les descriptions, description and beyond, sur la façon, enfin, sur la référence, comment le langage s'accroche. C'est un autre livre. Ça, c'est un autre livre. C'est un autre livre de recueil de textes, parce qu'en fait, c'est un peu comme des revues, ces deux livres. Ouais. C'est des revues où les gens écrivent des articles. Et alors donc voilà, moi je suis très intéressé par ça. Et je pense que c'est vraiment important, car aujourd'hui, où on est dans un monde où finalement le langage ne sert finalement qu'à véhiculer des émotions faciles, ne sert qu'à avoir un impact, je dirais presque publicitaire, hein, même dans le monde des idées politiques, on est vraiment dans l'ordre de la publicité. Savoir qu'il y a un vrai débat, qu'il y a une vraie réflexion qui prend le temps, hein, c'est pas Twitter, qui prend le temps de réfléchir sur la façon dont le langage s'accroche au monde, dans la façon dont les mots peuvent rendre compte des choses. Ça me paraît absolument fondamental. Alors ensuite, ça c'est... Troisième livre. C'est le roman de James Ellroy, que mon ami Pauline Girardot m'a dit un jour, lis la trilogie American Tabloid, American Death Trip, etc. de James Ellroy, tu vas adorer. Je ne sais pas s'il pensait que j'étais juste un facho, parce qu'en fait, de cet auteur d'extrême, je crois de savoir qu'il est, je crois, d'extrême droite, mais enfin c'est vrai que c'est très fort, c'est très impactant, surtout le premier, American Tabloid, qui raconte l'Amérique avant l'assassinat de Kennedy, et qui finalement dit la vérité. Quand je disais que les romans disaient la vérité, il le dit, James Ellroy, il dit par exemple sur l'assassinat de Kennedy, la grande énigme du siècle, enfin de la décennie du siècle d'avant, eh bien en fait, il dit, c'est en écrivant le roman que je vais écrire, American Tabloid, qui va dire la vérité sur l'assassinat de Kennedy. C'est pas une vérité journalistique, c'est une vérité en fait à travers sa fiction, effectivement. Probablement, ça atteint une vérité. Et en sortant de ce livre, on se dit, ah ben ça y est, je sais en fait pourquoi et comment Kennedy est mort. Merci à tous les deux. Alors Caroline Fourest, on attend la sortie sur les écrans de Red Snake. Vous avez une date de sortie approximative? Pas encore. Vers le printemps, normalement. Il est presque fini? Il est presque fini. Bon courage. Éric Rochant, saison 4 du Bureau des légendes, très bientôt. C'est ça qu'il faut dire? Voilà. On se quitte l'un et l'autre comme chaque semaine avec une musique, une chanson. Aujourd'hui, c'est une chanson que vous allez reconnaître, Éric Rochant, et vous aussi, Caroline Fourest, puisque vous regardez la série. La confiance, Trust, Jeanne Haddad. This is how we start. I will leave you now. Give me back my heart. I have to go now. C'était Livrez-vous avec le concours du Centre national du livre.